Et on rejoint tout de suite Stéphane Antonin en compagnie de son invité Stéphane. Merci Yannick. On démarre ce matin avec vous, Patrice Jamais, notre série d'entretiens politiques consacrée au prochain scrutin territorial qui, je le rappelle, se déroulera les 21 avril et 5 mai prochains. Et nous sommes ravis de vous recevoir sur notre antenne pour connaître et transmettre aux auditeurs qui nous écoutent vos motivations, vos ambitions et bien entendu l'essentiel du programme que vous mettrez en œuvre si les Polynésiens naturellement vous font confiance. Yaorana Patrice Jamais. Yorana. Et je souhaite également la bienvenue à mon confrère de Tahiti Info, Teaiki Piauna, qui conduira avec moi cette interview sans concession. Oui, bonjour Stéphane et Yorana tout le monde. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors tout d'abord un petit commentaire du fervent catholique que vous êtes, Patrice Jamais, après la désignation du nouveau pape. Non, mais à mon avis, d'habitude, on en a toujours des papes qui sortent de l'Italie et petit à petit se sont éloignés. Aujourd'hui, il paraît que c'est un Argentin, et très jeune, de 70 ans. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vous rassure, qui vous satisfait? Mais complètement, et en plus, il fait partie il a été formé, il est jésuite, c'est important, donc il connaît la pauvreté. Qu'est-ce que vous attendez de François Ier, ou François d'Assise, comme vous voulez? Il faudrait qu'il se préoccupe de la pauvreté, et que la pauvreté, c'est une violation des droits de l'homme. Retour donc à la politique si vous voulez bien. Le 4 septembre dernier, Patrice Jamais, vous avez annoncé votre intention de courir pour les territoriales en raison notamment, vous disiez à l'époque, d'une dégradation de la situation économique du Fénois. On croirait entendre le grand Charles, je parle de Gaulle bien sûr, s'opposer en seul recours pour éviter la Bérézinée. Alors, est-ce le cas, Patrice Jamais? Avant de répondre à cette question, j'aurais bien voulu envoyer un message à tous les auditeurs, ceux des îles Sous-le-Vent, les îles les plus éloignées, comme les Marquises, les Australes et les Tuamotu, ainsi que la population de Tahiti et ceux de Moorea. Et mes salutations. Et merci aussi à Radio Taoui de m'avoir invité. Ma première réponse à apporter à la population, c'est probablement de leur dire qui je suis. Et je suis un homme comme tout le monde. J'ai des obligations. J'ai une famille de 3 filles. Je suis marié et ça fait plus de 36 ans que je suis marié. J'ai travaillé à l'OPT pendant plus de 36 ans. Et aujourd'hui, je suis à la retraite, ça fait 3 ans. Et depuis que je suis à la retraite, 8 mois après, je suis devenu maire. Et sans jamais avoir en tête cette ambition-là de devenir un homme pour gérer un pays ou une commune. Et si aujourd'hui, je me présente au territorial, c'est quelque part, c'est la situation du pays qui s'est dégradée. Au niveau communal, je me suis engagé, c'est parce que la commune était dégradée aussi. Je n'aurais jamais pensé à un moment de ma vie être maire. Et la chose que j'avais fait, c'était de faire lever la population de Mahina. Et on s'est levé. Et il y a eu une dissolution de notre commune. Et on s'est présenté, on a été jusqu'au bout, parce qu'on a voulu dénoncer les choses, la corruption, moi je peux dire ce mot fort. Et on a dénoncé, et la dissolution, elle est arrivée. Et moi, j'ai toujours dit, c'est facile de critiquer, de dénoncer, mais il faut apporter des solutions. C'est ce que nous avons fait. La solution, c'était de renouveler les membres du conseil de la commune, conseil municipal de la commune. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pu renouveler des visages, des nouveaux visages, une nouvelle génération de personnes qui aujourd'hui a permis à la population de Mahina d'avoir confiance encore aux élus qu'ils ont mis sur place. Et c'est la seule raison qu'aujourd'hui Mahina commence à sortir un peu du trou. Vous pensez donc être le seul recours, ou est-ce que vous voyez d'autres candidats qui peuvent incarner aussi cette alternance? Vous savez que normalement, au cœur de l'homme, chaque homme a quelque chose de bon en lui. Mais tu sais, la population, normalement, on le façonne par un système que le gouvernement met en place. Et si aujourd'hui, elle est en phase de dégradation, quelque part, le système est à tout revoir. Parce que je crois en l'homme, et je crois aussi qu'au cœur de chaque homme, il y a quelque chose de bon. Il faut juste le réveiller pour que cette personne retrouve la confiance et la liberté, surtout, de décider comme il veut, de faire son choix, de s'engager. Aujourd'hui, je pense que l'homme a été façonné d'une façon qu'il devient, probablement, il se laisse aller, il n'y a plus de confiance, ils ne se sont plus responsables. Il y a tout au Fénois aimerait faire lever la population et dire
qu'il faut construire le pays ensemble. Donc il faut rétablir la confiance. Compte tenu des difficultés dans lesquelles se trouve la commune de Mahina, vous en avez fait état tout à l'heure, n'avez-vous pas mieux à faire que de siéger à l'Assemblée, voire au gouvernement? Vous savez qu'une commune, elle fait partie d'un pays. Une commune, elle fait partie d'un pays. Il fait partie du pays. Et depuis que je suis maire, vous savez, souvent je travaille avec le pays, les gens qui sont élus, et souvent aussi avec l'État, le OCR. Et mon constat, moi, pendant 2 ans, c'est que les communes, ils ont une grande dépendance du pays, de la vie du pays. Et la vie du pays, la situation du pays ne permet plus à une commune de se taire et de se laisser faire. Un exemple, nous recevons de la part de la commune la grande partie de nos recettes et dotations du FIP. Et je sais que la situation économique du pays ne permet plus aux communes de pouvoir mettre des choses en place. Et je crains un peu, si la situation se dégrade encore dans les 2 ou 3 ans qui viennent, au niveau de ce FIP, de cette dotation-là, je crains que les employés n'auront pas leur salaire. C'est ma crainte, ça. De 2, concernant toujours le pays, l'État et les communes, je sais aussi qu'il y a eu des rencontres entre le pays et l'État. Il n'y a plus aussi cette confiance entre l'État et le pays et l'État. Et les communes sont un peu les boucs émissaires et même des victimes de cette situation-là. Et je pense que mon engagement au sein du territoire, ce n'est pas un engagement par ambition pour être à l'Assemblée territoriale, mais c'est une ambition de faire qu'on moralise la classe politique, qu'on met des personnes nouveaux, qu'on met une nouvelle génération de personnes qui vont pouvoir être des responsables et écrire au moins la société qu'ils veulent pour demain. Ça fait donc 2 ans que vous dirigez donc la commune de Mahina, vous venez de le dire. Quel est rapidement votre bilan? De quoi êtes-vous le plus fier? Le bilan actuel que je peux en dire, c'est je pense que la population a retrouvé la confiance. Et c'était un des points importants pour nous, pour la nouvelle équipe, c'est rétablir cette confiance. Et je pense que par la totalité, il y aura toujours des opposants, mais je pense que la grande majorité de la population de Mahina a retrouvé cette sérénité, cette confiance. Et la réussite, c'était de la nouvelle équipe, on a pu mettre les choses à leur place. D'abord, concernant par exemple l'organisation des services de la commune, et j'ai toujours répété aux employés que les salaires que vous percevez tous les mois viennent de la population de Mahina par le biais de cette dotation. C'est des taxes, pas le FIP. Et qui comprennent que les vrais patrons, c'est la population. Mais seulement la population m'a mis une charge. Je suis maire aujourd'hui avec les agents au maire et nous sommes un peu le garant de ces deniers publics-là. Donc quelque part, nous n'avons pas le droit, les élus, à faire ce qu'on veut avec ces deniers publics. Je suis le garant et je ferai tout que ce denier public-là soit respecté. Mais sur le plan pratique, peut-on dire que la gestion des déchets est meilleure? Peut-on dire que l'eau est plus propre? Est-ce que l'on peut dire que les rues de Mahina sont plus propres? C'est ça surtout les exemples. Voilà. Avec la situation de notre commune au niveau financier, par exemple, on n'a plus de trésorerie. Ça, c'est clair et net. Donc, on ne pourra pas investir dans le domaine du matériel. Concernant, par exemple, le matériel que nous avons en place pour les ramassages des déchets ménagers, par exemple, ils sont... Une fois par mois, ils tombent en panne. Et comme on n'a pas les moyens de payer un mécanicien, donc on le répare avec des copains. Voilà la situation en gros. Donc quelque part au niveau de la propreté de Mahina, nous faisons l'effort d'être propre. Mais nous savons qu'on ne tient pas les calendriers de ramassage par les moyens matériels qu'on a pour le ramassage. Et de 2, au niveau de la sécurité aussi et de la sûreté. Et à ce niveau-là aussi, nous avons voulu faire des tests au niveau de ces employés, les sapeurs-pompiers, la police municipale, qui ont bien voulu adhérer à ce projet-là, de faire des tests sur leur capacité physique. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, ces employés-là, les pompiers et la police municipale, sont en train de tout faire pour qu'ils retrouvent un peu, comme on appelle là, le nécessaire physiquement pour accomplir leur mission. Et je pense qu'ils ont adhéré. Donc, vous voyez, quelque part, on est en phase de réparation, et on est en phase aussi de
comment on appelle, de remplir les caisses, et de payer les dettes. Et on m'a traité de fou, vous savez. On m'a traité de fou. Quand je suis parti à la retraite, et 5 mois après, je me suis levé, et en à peine 9 mois, je suis devenu maire. Et les gens m'ont dit, mais t'es fou d'aller dans une mairie où il y a 830 millions de dettes. Mais j'aime ma commune. Je ne peux pas laisser ces dettes-là se faire supporter par mes enfants et par mes petits-enfants. Je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je me suis levé. En se levant, j'aurais bien voulu que cette dette-là soit épurée par nous, les adultes, les parents, et non pas par nos petits-enfants. Voilà les raisons. Et aujourd'hui, la dette du pays, elle est multipliée par 10. Elle est multipliée par 10. Et ces dettes-là, je ne veux pas aussi, c'est mes enfants qui le payent. D'où la raison que je me lève. Ce n'est pas une ambition d'être dans l'Assemblée territoriale. J'ai dit que je ne voulais pas être à l'Assemblée. Je voulais m'occuper que de la commune. Mais un maire ne peut pas se taire. Ne peut pas se taire vu la situation du pays qui se dégrade. Et on le ressent très bien. Parce que les gens qui ont perdu leur emploi, ils vivent partout dans les communes. Et le maire, c'est le plus proche des administrés, la proximité. Et c'est nous qui subissons tout ça. Les gens viennent me voir. Qu'est-ce que je peux apporter? On n'a plus rien à la commune. Et au niveau du pays, ça se dégrade. C'est des conséquences, ça, d'une gestion d'un pays qui est mal faite. Les conséquences. Patrice Jamet, en dehors des 2 grands partis que l'on connaît, puisque par rapport au dernier territorial, il y a plusieurs tendances qui s'affichent. Alors, il y a d'un côté, bien sûr, les indépendantistes, il y a les autonomistes, il y a ceux qui se disent républicains, et certains disent qu'ils formeraient la 3e voie. Mais alors vous êtes où là-dedans? Nous sommes la solution. Laquelle? Renouveler la classe politique. Alors, renouveler les personnes qui dirigent ce pays. Je pense que c'est la clé, ça, de la réussite de notre pays, pour établir la confiance. Alors, lorsque vous parlez de renouveler, c'est exactement ce que vous disiez lorsque vous êtes arrivé donc, à la tête de la mairie de Marina. Vous avez dit, voilà, de nouveaux visages, de nouvelles têtes, donc de nouvelles compétences, pas de casserole derrière. Est-ce que ce sera la même chose du copier-coller pour les territoriales, sachant quand même qu'il faut quand même un background politique quand même, peut-être pour ces nouveaux visages, ces nouvelles têtes. Comment est-ce que vous allez compter évoluer à travers toutes ces grosses masses qui sont quand même face à vous? Vous savez qu'est-ce qu'on m'a reproché quand je suis devenu maire? Avant. Parce qu'avant le 2e tour, ça s'est passé à Radio One. On avait convoqué les 3 groupes, les 3 leaders qui peuvent passer au 2e tour. On a eu 1 heure de débat. Il y avait le Tahouera, le Ayapi et Yaturo Mahina. On avait donné à la fin la parole aux 2, parce qu'ils étaient là, parce que j'avais 300 voix en plus au 1er tour. J'étais le leadership. La question était ceci. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de la commune et par rapport à moi, mon engagement? Voici ce qu'ils ont dit. Nous craignons que la mairie revienne entre les mains de Jamy Patrice parce qu'il ne connaît rien dans la gestion d'une commune. Je suis une personne inexpérimentée. Voilà les réponses claires. Et je suis une personne inexpérimentée, parce que je n'ai jamais été élu. J'ai jamais été élu. J'ai accepté cette réponse qu'ils ont donnée. Mais le journaliste m'a posé la même question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai répondu. Actuellement, notre mairie est dans une situation catastrophique. Au niveau financier, au niveau organisation, dans tous les domaines. C'est échec partout. Les raisons, c'est à cause des 2 personnes qui sont à côté de moi. Ils sont tellement expérimentés, ils ont mis notre commune en faillite. Donc, quelque part, ce n'est pas une question d'expérience, de compétence. C'est une question de volonté et de morale surtout. C'est-à-dire faire le bien commun. Voilà le secret. Se casser la tête pour le bien commun et non pas pour le bien personnel, l'intérêt personnel et l'intérêt de groupes politiques. C'est pour ça que je disais au début que le système a fait qu'aujourd'hui, on est en situation d'échec. Depuis le début de votre engagement, Patrice Jamet, vous avez refusé, et vous maintenez votre position, de refuser toute alliance. Alors pourquoi? Est-ce qu'il n'y a que vous, finalement, qui êtes propre? Non, j'ai jamais dit que je suis quelqu'un de propre. Mais j'ai une vision d'intégrité. Personne n'est intègre sur cette terre. Personne est parfait sur cette terre. On a tous des défauts. Mais quand même, quand vous montez sur un bateau, il faut un boussole. C'est le boussole qui vous dirige, c'est pas vous. C'est le boussole. Et vous n'avez trouvé personne susceptible de rejoindre votre idée, qui colle un petit peu à votre engagement? Il y a du monde derrière moi qui rejoint les valeurs. Je parle des autres formations. Non.
Ils sont voulus de m'approcher, mais je leur ai dit, voilà, c'est comme nous en marchant. On ne veut pas permettre des gens qui viennent ici de négocier les places. On ne veut pas ça. On veut un engagement citoyen. Celui qui veut venir avec nous, c'est quelque part, il rejoint nos valeurs et il rejoint la boussole qu'on veut mettre sur place pour moraliser la classe politique. À propos de Atia Polinetia, que vous auriez pu rejoindre d'ailleurs, vous affirmez, je vous cite, « C'est le genre d'alliance que la population ne voudra plus jamais accepter ». Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous savez, ça fait plus de... Depuis 2004, hein, moi j'ai observé. J'ai observé depuis 2004 jusqu'à 2010 tous les renversements de gouvernement. 9 renversements de gouvernement. Vous croyez que ce comportement va apporter confiance à la population? Non seulement à la population, mais à tous les pays qui nous entourent. Ils n'auront plus confiance. Un exemple, si les Néo-Zélandais venaient voir notre gouvernement pour faire des échanges, la commercialisation, ils emmènent des pans, nous on amène des tarots. Ils viennent voir le président et le ministre, ils discutent, et ils reviennent une deuxième fois, 3 mois après, pour rediscuter, pour s'engager officiellement, pour mettre des contrats sur place. Ils reviennent, le président est changé, le ministre. Il repart, il rediscute, toujours la même affaire. 3 mois après, il revient, le président est changé. Mais il n'y a plus de confiance. C'est une des raisons principales que notre pays est dans cette situation d'échec. Parce qu'il n'y a plus de confiance. Même au niveau de l'État, l'État n'a plus confiance. Alors que c'est un partenaire. Donc il faut rétablir la confiance, que ce partenaire soit sincère et équitable. Comment faire? L'État, elle nous regarde et on est divisé, complètement divisé. Mais il va toujours rester au-dessus de nous. Le jour qu'il y aura un consensus, qu'on va travailler pour le bien commun, qu'on va moraliser la classe politique, je ne dis pas que l'État, il ne faut pas moraliser. Mais d'abord nous, ils verront, l'État descendra au même niveau et ça sera un partenariat sincère. Je vous garantis. En revanche, on ne vous a pas beaucoup entendu parler de la gouvernance UPLD et les 2 années qui viennent de s'écouler. Alors, rien à dire, tout va bien? Il y a 2 ans qu'ils ont pris en main le pays. Bon, je pense que c'est la 9e gouvernance, alors ça, depuis 2004. Hein. Bon, je pense qu'il fallait déjà le faire au premier renversement. Il ne fallait pas attendre le 9e pour garder la stabilité. Si on avait fait ça au 2e renversement ou au premier et garder la même présidence, le même groupe, je pense que notre pays ne sera pas dans cette situation. Aujourd'hui, on est arrivé au 9e et tout le monde sait ces catastrophes. Probablement, c'est une raison aussi, on a laissé Oscar Temorou gérer ça pendant 2 ans parce que la situation était déjà catastrophique. Maintenant, les gouvernements qui vont prendre en place, il faut réparer. Donc, ce n'est pas évident. Et moi, ce que je reproche seulement aujourd'hui, c'est ces 2 vocabulaires-là, ces 2 mots-là, indépendance et autonomiste. C'est pour ça que je veux faire taire ces 2 mots. Parce que c'est ces 2 mots-là qui a fait que la population est divisée et ils en ont marre aussi d'entendre. Il ne faut plus parler d'indépendance, d'autonomie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut exploiter le statut au maximum. On a un bon statut. Je pense qu'on est le seul pays d'avoir un statut d'autonomie qui est à cette hauteur-là. Mais développons, exploitons le statut jusqu'au bout. Et une fois qu'on va exploiter jusqu'au bout, pourquoi pas améliorer le statut? Quel est le regard que vous portez au sens général sur la société polynésienne? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? Ma grande inquiétude, je te disais tout à l'heure par rapport à ta demande au début sur la situation du pape, est-ce que je sais que cette personne-là a vécu dans la pauvreté. Il a eu même aussi des, comment on appelle ça, on l'a fait peur aussi dans sa vie. Et il connaît la pauvreté. Et je pense que c'est sa mission aujourd'hui de parler de la pauvreté. Aujourd'hui, la situation du pays, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus rien à manger. Je le sens, parce que je suis maire. Je vois ces personnes-là. Et quand tu multiplies les 48 communes, donc tu multiplies par le nombre de personnes. Je ne sais pas combien de personnes ont meurt de faim, mais au niveau de la situation de la pauvreté, on me parle toujours 20%, 25% sont au-dessous de la pauvreté. Bref, ça c'est des chiffres, ça. Mais en réalité, la réalité, elle est là. Maintenant, ces personnes qui ont perdu leur emploi, ils vont essayer de puiser dans leur épargne. Une fois qu'ils n'auront plus d'épargne, ils ne pourront plus manger. Et une fois, ils auront faim. Si la classe politique est toujours la même personne qui va venir, ils vont en vouloir à ces personnes. Parce que c'est eux qui ont mis la situation du pays dans cet état. Donc, pour que le pays n'explose pas,
il faut changer la classe politique. Parce qu'une fois la classe politique sera changée, renouvelée, des têtes nouvelles, une nouvelle génération, les personnes qui sont en train de mourir de faim vont retrouver cette confiance. On va croire à ces nouvelles personnes et ils vont accepter leur situation plus facilement. Mais si c'est toujours les mêmes personnes qui vont siéger, et c'est à cause d'eux qu'ils meurent de faim, je ne veux pas que ça explose. Donc c'est pour ça que je lance l'appel à la population de se lever, de tout faire pour que la classe politique soit moralisée et renouvelée. C'est la seule solution. Si jamais vous êtes élu en tant que président, en situation hypothétique, est-ce que vous n'avez pas peur d'être attrapé par une sorte de réputation de monsieur social? On se souvient notamment de Ato Touriana, puisque vous en êtes à l'origine. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens vont plus se focaliser sur votre côté social que sur le côté président de toute la Polynésie? De toute façon, un président doit faire du social. Absolument. La situation d'aujourd'hui, il faudrait que les élus qui vont prendre la place se soucient du social énormément. Il faut réparer ça. Il faut donner tout ce qu'il faut. Si j'ai monté l'association Ato Touriana, parce qu'il y avait un manque au niveau du gouvernement, ce n'est pas à une association de faire ce travail. De mettre des structures sur place, de mettre des cellules uniques, des guichets uniques sur place pour accueillir ces personnes, pour les préparer. Nous, on est là à apporter un soutien moral et psychologique. Ça, c'est le rôle de l'association. Mais pas accompagner un malade. Donc, faciliter le côté administratif. Et ce domaine-là, c'est la même chose pour le pays. Quand on voit tous les services du territoire, par exemple, les nombreux services du territoire, il faudrait peut-être réfléchir à mettre des guichets uniques, de rassembler différents services pour faciliter le travail des administrés. Est-ce que c'est le cas? C'est pour ça qu'il y a autant d'employés dans les services du territoire. Parce qu'on a multiplié les services. Je disais souvent, on change les mèches, mais pas la perceuse. Ça suffit avec une perceuse, mais pas 10 perceuses. Alors tout à l'heure, vous parlez, je voudrais juste revenir sur un point. Tout à l'heure, vous disiez, on m'a approché à plusieurs reprises et j'ai parlé de moralisation. Alors justement, moralisation en grand M, à vous écouter, c'est bien ça. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que ces partis-là qui sont venus vous voir vous ont dit lorsque vous leur avez dit il faut moraliser le système politique, le paysage politique. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que eux vous ont répondu. Est-ce qu'ils vous ont dit oui, non, peut-être, je ne sais pas. Quelles ont été leurs réponses respectives? Avant les élections présidentielles de la République et les élections de la députation passées, juste avant, ils sont tous venus, tous les leaders politiques, tous les groupes politiques sont venus me voir pour que comment on appelle ça, je dis que je vote pour la gauche ou pour la droite. Je me positionne. Ainsi pour la députation. Je leur ai dit, je laisse la liberté à la population et les élus du conseil municipal. Je leur ai dit ça. Jamais je vais me positionner, vu la situation actuelle du pays et des places que les autonomistes et indépendantistes sont en train de faire. Je voulais garder, comment ça s'appelle, la cohérence dans ma façon de voir les choses au niveau politique. Mais je leur ai dit, mes préoccupations ne sont pas pour le président de la République. Il faut un président de la République. Pour la députation, il faut des députés. Ma préoccupation, c'est le pays. Je leur ai tous dit. J'ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire l'effort? Au sein de l'Assemblée territoriale, il y en a 7 groupes. Il y a 7 groupes. Tawera, UPLD, Totato Ayaf, Feti Api, et ici, et à Béatrice Vernodon, et les Iliens. 7 leaders. Ce n'est pas 700 leaders, 7. Je leur ai dit, mettez-vous autour d'une table. S'il vous plaît. Mettez-vous autour d'une table. Et mettez le pays au milieu. Laissez votre pito de côté, votre intérêt personnel et intérêt de groupe partisan. Laissez tout ça de côté. Et faites quelque chose pour le pays et pour l'homme. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est impossible. Vous vous rendez compte? Des élus, je sais, il y a des opposants, il y a une majorité, il y a une minorité, mais quand c'est pour le bien commun et la situation du pays ne me permettra pas de travailler pour mes biens personnels et intérêts du groupe. C'est l'intérêt général, c'est le bien commun, il faut se casser la tête. Donc laissons tout ça de côté, mettons-nous ensemble, c'est impossible. Donc la seule solution pour cette impossibilité-là, c'est de changer les gens qui sont à l'intérieur de l'Assemblée territoriale. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que ça. Parce qu'ils sont incapables de travailler ensemble. Et on voit, on regarde, on voit, on entend. Pourtant, Patrice Jamé, vous n'êtes pas le seul à parler de moralisation de vie publique. Il y a Quito Bron-Ortega qui en parle. Il y a même Teiva Manoutei qui dit il y a la relève. Mais alors, pourquoi ne pas avoir fait cause commune avec Quito ou alors avec Teiva Manoutei? Qu'est-ce qui vous distingue finalement d'eux?
Je ne veux pas citer les noms, Kito Brown, Manutei. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, mais par rapport à mes ambitions personnelles concernant la volonté de se donner pour le bien commun, okay, je pense que la différence, elle est là. Vous disiez, je n'ai pas d'ambition. Je suis un homme désintéressé. Ma préoccupation, c'est que l'avenir de mes enfants, de nos enfants, c'est ça notre préoccupation. Et souvent, quand je vois des personnes parler, j'entends, j'observe et j'analyse. J'ai les capacités d'analyser, de voir qu'est-ce qu'il a au fond de lui. Tout ce qui sort de la bouche de quelqu'un, on peut analyser. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est pas juste par intérêt? Est-ce que c'est par ambition personnelle? Et ça, je le vois. Probablement, et quand je prends mon discours, probablement ces mêmes personnes, quand ils m'entendent, ils ne peuvent pas adhérer. Parce que je suis quelqu'un de désintéressé dans ma vie. Pour clore ce chapitre sur la gouvernance actuelle, vous avez omis d'évoquer l'actuelle réinscription de la Polynésie. Alors, je sais que c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, mais ça ne vous empêche pas. Vous ne la condamnez pas, cette démarche devant l'ONU? Si on condamne la réinscription qui a été quand même quelque chose qui a été décidé au niveau des États, des Nations Unies, donc c'est quelque chose d'officiel. L'ONU, c'est quelque chose d'officiel que toutes les nations ont adhéré. Et si cette réinscription a été faite et demandée en 1946 et en 1960, c'est quelque chose de réfléchi. Et aujourd'hui, on est en train de relancer encore ce problème-là pour réinscrire la Polynésie. Donc c'est une démarche légitime? Vous savez, en 1945-46, c'est le début, ça. Parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de souffrances. C'est quelque part, c'est pour préserver un peu tous ces États, ces petits États, dans l'accompagnement de chaque nation. Nous sommes accompagnés par la France. Et très bien, il faut nous accompagner. Et aujourd'hui, on est toujours un pays non autonome, malgré qu'on a un statut d'autonomie. On considère que la Polynésie n'est pas encore autonome. Donc vous adhérez, Patrice Jamais? Pour la réinscription. Les résultats, on attendra, parce que c'est quelque chose d'officiel, de voulu. Je ne dis pas, j'adhère pas, j'attends les résultats. Si l'ONU décide que la réinscription, il faut le faire, c'est l'ONU qui décide. Pour moi, c'est comme si c'est le juge, comme si les gens qui sont dans le tribunal, je n'ai plus le droit. L'affaire est au tribunal. Je laisse le juge juger. S'il dit c'est bon, s'il dit c'est pas bon, voilà, on arrête là. Je pense qu'il faut couper court sur ce problème de réinscription. Et c'est un débat aussi qu'ils vont utiliser pour encore brouiller la population. Pour mener cette bataille électorale, vous vous êtes rapproché du mouvement citoyen Manawatu, dont la présidente est Mayana Bambridge, qui a officié, à ma connaissance, au cabinet d'Oscar Temaru. Alors, dites-nous un petit peu, c'est quoi ce mélange des genres entre Mayana Bambridge, Patrice Jamais? Qu'est-ce qui vous rapproche finalement? Mayana Bambridge n'a jamais été un élu. C'est un fonctionnaire. Il est au service de la population. On lui a, demandé de travailler avec tous les gouvernements, il a travaillé. Et tous les gouvernements, parce qu'il est fonctionnaire. Il est là au service de la population. Elle est quand même rentrée au cabinet du président Temaru. Oui. Même le président aussi de Floss, et ainsi de suite. Ils ont travaillé, il a été conseiller technique, il est partout. À l'OPH, à la CPS, partout. Donc c'est pas un problème, d'accord. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Qu'est-ce qui vous rapproche de Mayana Bambridge? Cette personne-là, je l'ai connue depuis que j'ai mis en place la fédération Ataturiana, qui fédère presque 58 associations, dont le but c'est de venir en aide aux personnes qui partent en France et à Aotearoa et ceux qui viennent sur Tahiti. Voilà le but. Et vous savez, c'est la CPS qui prend en charge financièrement toutes ces dépenses de maladie. Mais la partie humaine, ils ont omis. Et je me suis rapproché d'elle. On s'est battu. Pas ensemble. On s'est battu contre. Parce que lui, il défendait les finances. Moi, je défendais la partie humaine. Et on a mis presque 3 ans pour créer le guichet unique. Parce que ce qu'on a revendiqué avec elle, je l'ai dit, actuellement, les malades, ils vont voir son docteur, le bureau de la santé qui fait ses billets, ils vont voir les affaires sociales, ils vont voir la CPS. Et je leur ai demandé à Mayana, faites tout pour que ce guichet unique soit mis sur place. Et on s'est battu. Lui était favorable. Mais il comptait sur l'association Ataturiana pour aller demander au gouvernement de créer ce guichet unique. Et on l'a fait. Et on a ramené tout ce qui paye contrôle.
La CPS paye et il doit contrôler. Et c'est tout à fait logique que ce guichet unique-là soit sous la responsabilité de la CPS. Et en 2001, on a mis. Et les problèmes se sont réglés. Je ne dis pas tout. Au moins 60% des problèmes sont réglés. Déjà au niveau humain, la préparation de la personne avant de partir. Avant, tu étais obligé de faire 4 services. Aujourd'hui, tu rentres dans un bureau, c'est fini. Donc c'est tout ça qui a fait que j'ai connu Mayana. Et cette personne-là, il a mis des associations sur place en faveur de tous les démunis, les handicapés. Elle est très discrète, mais beaucoup d'associations ont été mises par elle. Et je la connais. Pour ces territoriales, peut-on dire que Mayana Bambridge est votre tête pensante? Elle n'est pas la seule. C'est la matière grise, il y en a meilleure que elle. C'est toute la jeunesse qui ont fait des études, qui ont fait presque 8 ans d'études après le bac, qui sont docteurs, qui sont ingénieurs à tous les niveaux, et sont avec moi. Mayana, elle a l'expérience. Elle n'a pas tout le savoir, mais elle a beaucoup d'expérience. Elle connaît tous les services administratifs. Et ça, c'est un point positif, ça. Et à côté d'elle, il y a toute la matière grise. Il va pouvoir développer ce pays. Et ça, je suis convaincu. Je suis le canalisateur, je fédère, moi. Moi, je n'ai pas la compétence, moi. Mais j'ai cette volonté d'aller faire les choses jusqu'au bout, de mener ce pays jusqu'au bout et de changer tout ce système-là qui a façonné toute la population au niveau de clientélisme, de l'assistanat. Et ça, c'est mauvais pour un pays, très très mauvais. J'ai lu quelque part, Patrice Jammet, que vous n'aimiez pas lire. Même les journaux, il paraît que c'est votre épouse qui vous en donne les principaux titres. Alors, n'est-ce pas quelque part un handicap pour quelqu'un qui aspire à diriger le pays? Parce que la question qui a été posée, il faut que je rappelle la question, quel livre vous aimez lire? Attention, il y a une différence. Hein? Il y a une différence. Je dis, quel livre vous aimez lire? Je leur ai dit, j'aime pas lire. Je ne peux pas lire un bouquin entier. Je ne peux pas. Mais lire les lettres comme on voit, tout ça, je le fais. Parce que c'est un devoir pour moi. Je ne peux pas laisser faire. Les journaux, ma femme, elle lit. Ça me suffit. Quand je rentre, Patrice, viens voir tel truc. Je lis que ça. Ce qui m'intéresse, il me le dit. Elle dit son avis. Dans l'essentiel? L'essentiel. Et c'est ça qu'il faut. Alors justement, quand vous dites qu'elle a l'essentiel pour vous, c'est quoi l'essentiel? Parce que si des fois, en tant que président, toujours situation hypothétique, vous allez vous retrouver avec des dossiers qui sont épais d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine de pages minimum, est-ce que vous allez dire non, je n'aime pas lire, donc je ne vais pas m'en occuper? Non, mais on a des techniciens. C'est tout ça, j'ai toujours la confiance. Je ne peux pas lire un dossier entier. Les techniciens, les conseillers avec moi sont faits pour ça. Donc je dois avoir confiance aux gens qui m'entourent. Au niveau du conseil municipal, j'ai confiance à ces jeunes-là. Et quand ils viennent me dire que c'est blanc, ça, je crois. Je leur ai dit, ne jouez pas avec ma confiance. Vous payez cher, vous allez payer cher. Si tu joues avec la confiance, vous allez payer cher. Pas moi seulement. Je ne vais pas me venger. Mais la population ne va pas accepter quand ils vont savoir qu'il a joué avec ma confiance. Parce que moi, c'est la clé, ça. C'est la clé, ça. Si tu n'as pas confiance à des techniciens, on va aller nulle part. Parce que je suis incapable de lire tout un dossier. Tout est technique. Je n'ai pas été à l'école pour ça. Mais les gens là qui vont proposer des idées, je leur demande, est-ce que ce projet-là a été bien ficelé par rapport à ce qu'on veut? S'ils me disent, OK, j'ai d'autres techniciens pour vérifier. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'incapacité de prendre des dossiers de 10 cm d'épaisseur et de les voler avant de prendre une décision. Alors, Patrice Jammet, vous montrez un côté très humble, très religieux, hein, vous comprenez les gens de par votre passé déjà à Totriana, donc côté social, mais par contre, il y a également certains qui sont de Marina, par exemple, qui disent qu'il y a quand même de votre part un certain diktat, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression, sans citer de nom évidemment, mais que quand même derrière ce côté gentil, vous êtes là quand même à imposer vos idées. Et est-ce que ce sera le cas si vous passez président? J'ai jamais imposé mes idées. Jamais. J'impose la justice. C'est différent. On m'a traité de quelqu'un qui n'a pas de pitié. J'ai toujours dit, il ne faut pas mélanger la pitié et la justice. La justice, c'est un des points principaux pour la gestion de tout, d'une famille, de tout. S'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix. Il ne peut pas y avoir un développement sincère. Il ne peut pas y avoir de confiance. Tout. On m'a reproché ça, je suis un dictateur.
Vous savez, j'ai pitié de gens. J'ai pitié des malades. J'ai pitié des malades. J'ai pitié des pauvres. Mais j'ai pas pitié de faux pauvres et de faux malades. Ça, c'est la justice, ça. Donc, j'applique la justice. Que les gens ne sont pas contents de cette façon-là, ça sera toujours comme ça. C'est pas mes idées. La justice ne m'appartient pas. J'applique la justice. Nous sommes à 10 jours de la date limite pour le dépôt des listes. Patrice Jamais, alors Yatura Toufenoua a-t-elle trouvé les 73 noms nécessaires? L'exercice a-t-il été difficile? Et enfin, y a-t-il des critères à la désignation de vos colistiers et lesquels? La liste actuellement, on a les noms. Parce que les listes actuellement, il faut composer, c'est composé par section. Il y a 8 sections. Il y a les sections des îles, il y en a 5 sections des îles. Il y a les îles sous le vent, normalement c'est 8 candidats titulaires et 2 suppléants. Les Tuamotu, c'est divisé en deux sections. 5 et 6, c'est les Tuamotu ouest et est. Et c'est 3 titulaires et 2 suppléants, ainsi que les Tuapè, 3 et 2, et les îles des Marquises, 3 et 2. Actuellement, on a des noms, on a plus qu'il faut. Mais c'est au niveau de l'engagement des personnes-là. Ils ont entendu le message, ils veulent retirer. Et j'ai toujours laissé. Cette semaine, normalement, on doit finaliser les candidats. On doit le faire. Quand cette liste sera-t-elle présentée? Le 25. D'accord. Donc à la DRCL, rendez-vous à la DRCL pour les connaître. Sur le plan pratique maintenant, où en êtes-vous de votre tournée électorale? Avez-vous couvert tous les archipels? Parce qu'il était nécessaire pour nous, quand on a monté il y a 5-6 mois maintenant, au mois de septembre, voilà. J'ai dit à tous mes amis qui se sont citoyens, qui se sont levés avec moi, pour moi, il est primordial et nécessaire d'aller voir toutes les personnes qui sont dans les archipels, et en particulier les îles des Marquises et les Tuapè, les Australes. Je l'ai fait. J'ai fait 25 vallées aux Marquises. J'ai tout fait les vallées. Même une vallée qui avait à peine 60 habitants, je l'ai fait en bateau et sur la piste aussi. Donc il était nécessaire pour moi d'aller le voir et surtout de faire passer ce message-là que je viens de passer aujourd'hui. Alors, vous partez dans les îles parce qu'on parle toujours de Tahiti, Moorea, toujours aux îles du vent. C'est une politique générale de tous les candidats. Mais maintenant, vous avez arpenté, on peut dire, les vallées difficiles donc du Hainaut et Nana. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez promis? Parce que c'est de ça que l'on parle. Je ne fais jamais de promesses. D'accord. Jamais. Que leur avez-vous dit alors? Voici ce que j'ai dit d'abord. Je parlais de moralisation de la classe politique. Et ils n'en veulent plus. Ils m'ont confirmé. Ils n'en veulent plus. Parce que le problème actuellement des gens des îles, à mon avis, ils ont été, j'exagère peut-être à nous, abandonnés. Parce qu'il n'y a pas de structure pour ces personnes. On a l'impression que c'est des populations de deuxième catégorie, deuxième zone, certains. Et ça, aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne peux pas accepter ça. Donc, quelque part, pendant que toute la période où il y avait de la manne, on n'a pas mis des structures pour ces gens-là. Un bon quai, un bon bateau qui dessert ces îles qui n'ont pas de piste d'avion. On ne l'a pas fait. C'est les oublier pour moi, ça. Alors que nous, ici à Tahiti, on a tout ce qu'il faut. Tout. Voyons Rapa. Voyons les îles les Tuamotu. Il y a des pistes. OK? Et côté maritime, les gens sont condamnés à utiliser l'avion tout le temps. C'est le moyen de transport, ça, partout. Alors qu'on est entouré d'autres mers, il fallait prévoir des transports maritimes pour les usagers. Et ça manque beaucoup. Et si un jour, la compagnie qui gère ATR, qui construit des ATR, qui desservent toutes nos îles, si un jour il y a un problème mondial qui dit que tous les ATR stoppent, et ça s'arrête pendant 1 mois, 2 mois, comment on va faire pour desservir ces gens-là? Comment on va faire? On n'a pas pour desservir en bateau. On n'a pas. On dessert du mât, mais les usagers n'ont pas ce moyen-là. C'est limité, absolument limité. Alors tu vois, à long terme, il faut prévoir. Moi j'ai toujours dit, quand tu as une famille, tu vois avec ta femme, tu dis, combien on veut d'enfants? 2. Ben, je construis ma maison pour 4 personnes. J'achète une voiture pour 4 personnes. OK? Tu fais des prévisions. Si tu veux avoir 40 enfants, ben, tu as intérêt à prendre un bus et de construire une super maison pour assurer ça.
Donc, quelque part, il faut toujours prévoir à long terme. Aujourd'hui, on est 260 000. Est-ce qu'on a prévu 30 ans quand on va arriver à 350 000? Rien n'a été prévu. On n'a pas de schéma d'aménagement général sur le long terme. Voilà le problème. Parlons de votre programme maintenant, si vous voulez bien. Il nous reste un peu plus de 10 minutes, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Quelles en sont donc les grandes lignes de votre programme? Tu sais, moi, les grosses lignes, ça, moi, je ne vais pas rentrer en détail, parce que c'est quelque chose, je passe le premier, et je sais que beaucoup n'ont pas encore finalisé leur programme. Notre programme a été finalisé, c'est clair. Et on m'a dit, on s'est réunis, Patrice, évite de parler en détail le programme. En général, voilà les priorités qu'on a. La famille. La famille, c'est le berceau ça de la société. Quand je dis famille, c'est lié à l'éducation. Il y a l'éducation scolaire, à l'école, mais il y a aussi l'éducation au sein des familles. Donc, quelque part, il faut que les familles soient... On aide les familles. On aide les familles. Il faut que ces personnes-là qui mettent au monde un bébé sachent que ce bébé-là, demain, il faut qu'il y ait un avenir. Donc, il faut donner tous les moyens aux familles. Il y a l'éducation et la santé. Tout est lié. L'allocation du parent au foyer, alors, vous la maintiendrez? C'est une bonne mesure? Je ne suis pas pour assister les familles, leur donner de l'argent comme ça, sans préparation. Il faut leur donner les moyens, matériels peut-être, des informations, des formations. Et s'il faut aider financièrement, on l'aidera. Et non pas le contraire. Et non pas donner de l'argent et fais ce que tu veux alors. Non. Il faut une préparation, une formation. Et si la personne, on voit que cette personne adhère à cette formation pour qu'elle devienne une vraie famille, une bonne maman, probablement là, il faut leur donner les moyens financiers. Les comptes sociaux sont au bord du gouffre, RSPF et même RGS, donc le déficit prévisionnel de la caisse retraite des salariés est supérieur à 5 milliards rien que pour cette année. Est-ce que ça vous inquiète, Patrice Jammet, et avez-vous des solutions concrètes? Parce qu'au sein de notre groupe, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la CPS, des techniciens de la CPS. Et moi, j'ai toujours dit, si aujourd'hui la CPS est dans cette situation-là, c'est quelque part, on n'a pas respecté tous les techniciens qui siègent au CPS, à la CPS. Parce que nous avons des décideurs, il y a un CA. Et au-dessus du CA, il y a le gouvernement qui normalement doit trancher. Donc, la responsabilité de la situation de la CPS aujourd'hui, j'ai toujours dit, c'est les décideurs. C'est les décideurs. Des plans ont été mis sur place par des techniciens de la CPS. Ils me l'ont dit. Il y a plus de 12 ans, ils ont mis un plan. Ils savent que dans 10 ans, 12 ans, aujourd'hui, si on ne suit pas ces plans-là, ben la CPS va se dégrader. Ils me l'ont dit. Il y a un exemple seulement. Ils ont vu, c'est 15 ans, à 50 ans, tu peux partir à la retraite. Les techniciens, ils ont dit, allons jusqu'à 25 ans et préfèrent partir après la retraite. Juste ça, ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas voulu? Les décideurs de la CPS et les décideurs du pays. Mais c'est toujours dans le problème de politique politicienne. Quand il faut prendre des décisions pour le bien commun, ben on regarde toujours le bien des particuliers, des copains, du groupe, tout ça, avant de décider. Soit on voit le bien commun, je disais tout à l'heure, et nous, ça sera le bien commun. Et si ce bien commun, cette décision-là, ne plaît pas à certains groupes, c'est une minorité de personnes. Mais le bien commun, elle est assurée. Voilà les raisons. Alors, il y a aussi, bon, on va avancer un peu rapidement, il y a aussi la pêche, bien sûr, qui est aussi une ressource avec le tourisme. Alors, vous en parlez très peu de la pêche. Est-ce que vous avez également prévu quelque chose en ce sens-là? Parce que, bon, on a la ZEE. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'ouverture des quotas, pour également endiguer la présence d'un trop grand nombre de bateaux de pêche qui sont dans nos eaux? Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Je disais tout à l'heure, on est entouré d'eau de mer. Et notre vraie ressource se trouve dans la mer. Oui, mais qu'est-ce que vous allez... C'est pour rappeler aux gens que notre ressource, il n'y a même pas à réfléchir. C'est dans la mer. On est entouré d'eau de mer. On a 5 millions de kilomètres carrés d'eau de mer. Vous vous rendez compte? Donc notre richesse, il est là. Et aujourd'hui, on repose encore la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut développer cette ressource. Comment, par exemple? Mais les pêcheries, les écloseries Non, l'aquaculture, je ne sais pas, mais il ne faut pas quand même attendre 50 ans après. Quand on est dans le gouffre, il faut penser. Il fallait déjà le faire.
Et aujourd'hui, je suis content, on commence à parler d'exploiter cette ressource-là. Il faut le faire. C'est notre richesse, ça. On ne peut pas nous planter énormément de choses sur la terre, on manque de terre. Mais au niveau de la mer, on peut exploiter et on peut nourrir toutes les nations qui nous entourent. Mais est-ce que vous avez prévu au moins quelque chose, un programme? Mais quoi exactement? Tout le monde dit qu'il faut développer, mais quoi? Faire quoi? Quoi exactement? L'aquaculture. D'accord, mais alors, ok, quoi par exemple? Mais tous les fruits de mer, le bénitier, le pahoua, le troca, le poisson. Mais seulement à côté de tout ça, il faut mettre des... Comment on appelle ça? Là où on fait des études, on fait des recherches. On n'a pas de bureau de recherche chez nous. Il faut faire ça. Il faut pousser les jeunes à aller dans ce domaine-là de la recherche au niveau aquacole, au niveau de la mer. On n'a pas. Comment voulez-vous qu'on mette quelque chose? On n'a pas de gens. On oriente toutes les personnes, secrétariat, comptabilité et tout ça. On n'a jamais pensé à développer ce domaine-là et à mettre sur place des orientations pour nos enfants pour qu'ils puissent aller là, dans le domaine de l'aquaculture. Donc on est quelqu'un qui fait de l'aquaculture, qui fait des recherches, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais ils sont ailleurs. Bon, dans de la pêche, on va venir sur le secteur qui touche beaucoup de monde, qui a fait virer beaucoup de monde également aussi, c'est le tourisme. Alors où est-ce que ça en est? Est-ce que ça doit normalement être aussi un fer de lance? Oui. Question évidemment. Moi, écoutez, je disais tout à l'heure qu'on n'a pas prévu des transports maritimes pour nos concitoyens dans les îles. Au niveau du tourisme, la solution, c'est les croisières. C'est fait, ça? Oui. Ça vient de commencer, parce qu'à un moment donné, ça a arrêté. Et ça redémarre, ok? Et notre richesse, elle est là. Le tourisme, elle est là. Mais le tourisme sur Terre, non? Si. Ils sont bien obligés d'accoster et d'aller sur Terre. Passer une journée et remonter sur le bateau. Ok? Mais ils auront cette possibilité de... Il faut mettre un... Comment on appelle ça? Par exemple, si ici, c'est le seul centre, il y a des touristes qui viennent d'Amérique, dans tout le monde entier, ils viennent ici, ils prennent le bateau ici, et ils partent après faire la liaison entre tous les îles ici, et ils reviennent ici. Faire une liaison dans ce sens-là. Ça veut dire que les transports aériens, ils vont faire envoyer des touristes ici, ils déposent ici ces touristes-là, montent sur le bateau, et ils font la croisière, et retour, ils reprennent l'avion pour rentrer chez eux. Oui, mais Patrice, avant tout ça, c'est le coût du billet, c'est ça qui pénalise. Alors qu'est-ce que vous préconisez, vous? Non, écoutez, si on développe ça, si on a, je ne sais pas moi, 500 000 touristes croisiéristes, 500 000 croisiéristes qui viennent, et tous ces 500 000 croisiéristes qui viennent prennent l'avion, il n'y a pas de raison que le billet ne tombe pas, parce qu'on a fait développer cette ressource-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Merci. Ça, c'est une proposition pour les tourismes. Il y a d'autres. Je vais pas aller dedans, parce que là, ils vont piquer l'idée, je suis sûr. Merci en tout cas, Patrice Jamet. Donc, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Nous avions encore plein de questions pour vous. Je suppose que les auditeurs pourront vous les poser. Est-ce que vous avez donc le mot de la fin? Est-ce que vous pouvez nous donner le mot de la fin? C'est quoi votre conclusion? Brièvement, Patrice. Oui. Brièvement, c'est un encouragement. Je voudrais rassurer aussi la population de la situation du pays, et en particulier ceux qui sont dans la souffrance, qui ont perdu leur emploi et qui ont presque plus rien à manger. Il faut faire tout. Moi, il n'y a pas de solution miracle. Je ne crois pas trop au miracle, parce que le miracle, c'est l'homme qui le fait. Donc, quelque part, l'avenir du pays est entre nos mains, la main de la population, et surtout faire retrouver la confiance à cette population qui sont surtout dans la souffrance. Voilà, donc c'était Patrice Jamet, donc l'homme qui n'a pas de solution miracle, mais qui entend se lever et qui entend que la population se lève. Donc je précise tout simplement que notre émission donc, sera rediffusée en français le dimanche 17 mars à 10h du matin, en tahitien le samedi 16 à 10h du matin. Émission en tahitien, et je vais laisser bientôt donc, la parole, après notre journal, à mon confrère, notre ami Onotea, pour le même entretien d'1 heure avec Patrice Jamet. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À Reyatea, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.